Bonjour à tous nos abonnés de la chaîne Kofu et à tous les internautes qui nous suivent désormais à travers ce plateau qu'on a expressément réinventé pour mettre l'expertise de nos invités sous la lumière. Les interviews que vous allez suivre ici chaque semaine seront sous forme d'audition avec un défi lancé à chaque expert ou spécialiste qui va pénétrer dans cette pièce assez singulière. Les termes sont donc lancés et le décor est planté. On a parlé d'audition, de lumière et de défi, d'où le nom de l'émission, Audition sous lettres. Pour ce premier numéro, nous allons parler de monnaie, de souveraineté monétaire, d'économie et de finances. Et pour ça, on a décidé d'auditionner un expert dans le domaine, Cheikh Fatma Diop. Cheikh Fatma Diop a fait ses études en finance et en économie dans les grandes universités turques et américaines avant de revenir au Sénégal pour obtenir une licence en monnaie et banque. Cher Fatma Diop, vous êtes aussi consultant dans plusieurs médias étrangers et locaux, dont BBC et Presse Afrique, ce qui nous conforte dans notre volonté d'aborder avec vous la question très complexe du franc CFA. Cher Fatma Diop, bonsoir. Merci beaucoup, Monsieur Faye. Bonsoir. Tout d'abord, je vous remercie de cette initiative de parler de thématiques et de sujets d'intérêt national, continental et même mondial en profondeur pour sortir un peu des sentiers battus et de ce que l'on a l'habitude de voir dans les médias classiques au Sénégal et un peu partout en Afrique. C'est un grand plaisir d'être ici. Alors, cher Fatma Diop, nous allons aborder avec vous le premier cas pratique. Comment expliqueriez-vous à un élève sénégalais en classe de seconde et en de simples termes l'historique de sa monnaie nationale, le franc CFA? S'agissant maintenant du franc CFA, qui était anciennement le franc des colonies françaises d'Afrique, il a été créé et mis sur pied précisément le 26 décembre 1945, donc au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. C'était une monnaie coloniale à l'époque et servait véritablement de moyen pour la métropole française, j'allais dire, de perpétuer sa domination coloniale et de l'entraîner à la période post-indépendance, une période post-indépendance d'ailleurs qui n'est indépendance que de nom. Donc tout simplement un outil pour la métropole française de perpétuer la domination qu'elle exerçait sur les colonies et de pouvoir continuer à exporter en France les matières premières qui existaient sur le continent africain. C'est vrai qu'en 1972, l'acronyme CFA est redevenu ou est devenu Communauté financière africaine, mais le principe de base de domination autour de la monnaie est resté intact. Le franc CFA ne sert pas les populations africaines, le franc CFA ne sert pas les pays qui l'utilisent comme monnaie et certainement dans le cours de l'émission, nous aurons à démontrer les différents principes du franc CFA qui font qu'il est une monnaie de domination et une monnaie d'esclavage pour l'ancienne métropole. À l'époque, à sa création, le franc CFA, le 26 décembre 1945, la monnaie qu'utilisait la métropole, c'était le franc français. Un franc CFA équivalait à 1,7 franc français, ce qui a été dévalué quelques temps après. Un franc CFA valant finalement 2 francs français après la dévaluation de la monnaie. Donc c'est cette monnaie-là qui a continué son chemin avec une période extrêmement sanglante autour de l'assassinat du président togolais d'alors, Sylvanus Olympio, en 1963, lorsqu'il s'était rendu compte que la monnaie en réalité n'était qu'une arnaque et un outil à la disposition de l'ancienne métropole. On se souvient également du sabotage de l'économie guinéenne avec l'ancien président Sékou Touré qui a vu son pays inondé de faux billets par la France, ce qui montre que la monnaie a eu un historique vraiment de sang, mais surtout un historique d'appauvrissement de nos pays. Lorsqu'on prend les métriques classiques pour évaluer un peu l'impact de la monnaie dans l'économie, on se rend compte que les pays utilisant le franc CFA en Afrique subsaharienne de 1960 à nos jours ont été en termes de PIB par habitant, n'ont pas pu tirer leur épingle du jeu par opposition aux autres pays qui n'utilisent pas le franc CFA. Cela ne signifie pas que la monnaie est la cause exclusivement de cette pauvreté, mais a joué un très très grand rôle. Et ce ne sont pas les réformes factices de décembre 2019 qui nous feront dire le contraire. Le franc CFA n'est pas une monnaie de développement, c'est un outil au service de la France et nous le démontrerons au fur et à mesure. Alors, cher Fatma Diop, le débat sur le franc CFA est souvent élitisé par les universitaires et les hommes politiques pour un sujet quand même qui concerne des centaines de millions de populations africaines. Vous qui êtes un spécialiste, donnerez-vous raison à ceux qui veulent s'en affranchir avec la création d'une monnaie communautaire ou même locale?
Oui, c'est une très bonne question. Vous savez, la question monétaire charrie énormément de passion parce qu'étant d'abord politique avant d'être un outil technique et économique au service des dirigeants, la monnaie, il faut la considérer d'abord et avant tout comme un instrument de souveraineté. C'est comme le drapeau national, c'est comme l'hymne national, c'est comme tous les autres attributs qu'un pays doit avoir pour se sentir totalement indépendant. Et aujourd'hui, cette monnaie qui est arrimée à l'euro, qui dépend du Trésor français, d'abord sur la base d'une garantie, d'un accord de garantie de convertibilité avec le Trésor français, qui elle-même garantie est sous-jacente à un accord de coopération entre le gouvernement français et les pays utilisant le franc CFA, cette monnaie-là ne représente pas une monnaie de développement. Et pour qu'un pays puisse véritablement enclencher son développement avec des moyens qu'il maîtrise, il se doit de battre monnaie tout simplement. Ce n'est que sous cet angle qu'il faut voir la chose, sous un angle purement technique, au-delà des connotations politiques, au-delà d'une certaine lecture politique qui elle-même dépend des acteurs et de leurs agendas. Le franc CFA ne permet pas le développement. Il nous faudrait justement, dans l'optique UEMOA, dans l'optique CEDEAO, envisager d'autres possibilités pour aller vers le véritable développement. Si vous me posez la question, est-ce qu'il faut une monnaie communautaire UEMOA, une monnaie communautaire CEDEAO, une monnaie nationale même, j'opterai pour la dernière option, pour la bonne et simple raison qu'un pays se doit de battre monnaie comme il a un drapeau, comme il a un hymne national, comme il a des institutions souveraines qu'il utilise pour justement influer et agir sur le développement socio-économique de son pays. Je suis pour une monnaie nationale pour le Sénégal et à l'échelle de l'UEMOA ou même de la CEDEAO, qu'on puisse au plan économique développer des partenariats et des principes de solidarité. Il est par exemple possible sur l'agriculture d'avoir un programme agricole commun avec le Mali, avec le Burkina Faso, avec d'autres pays qui nous sont proches. Sur la question énergétique, au nom de la continuité de l'ensoleillement dans le Sahel, il est possible de développer des initiatives énergétiques communes, mais véritablement pour que le développement se fasse vraiment de façon maîtrisée et planifiée. À mon sens, encore une fois, il est important que nos pays puissent se doter de monnaie souveraine. Et je voudrais préciser que la question d'avoir une monnaie souveraine, c'est ça la norme dans le monde. En dehors des zones CFA de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, de la zone euro, de la zone des Caraïbes orientales, tous les autres pays du monde, à ma connaissance, battent monnaie sur un plan national. Donc, il ne faudrait pas qu'on considère que le fait de battre monnaie est risqué et aux antipodes de ce qui se fait dans le monde. Absolument pas. La norme, c'est de pouvoir avoir sa monnaie parce qu'avec sa monnaie, on est capable d'agir sur l'activité économique, on est capable d'agir sur le secteur financier et bancaire, on est capable d'orienter les crédits vers les secteurs qui en ont le plus besoin, l'agriculture, l'artisanat, le numérique, l'énergie, pour justement atteindre des souverainetés, développer des souverainetés sectorielles, ce qui est incontournable dans le monde actuel dans lequel nous vivons. Nous sortons d'une crise sanitaire depuis décembre 2019, depuis février 2022 de cette année, avec le choc qui se passe actuellement ou l'invasion de la Russie en Ukraine, ou les tensions en tout cas en Ukraine, et la problématique derrière autour de l'accès aux ressources alimentaires et énergétiques, il est juste suicidaire de pouvoir léguer son développement et sa souveraineté à l'international. Il nous faut acquérir tous nos leviers de souveraineté et les exploiter au service de nos populations. Cheikh Fatma Diop, le docteur Abdoulaye Traoré, économiste monétaire à l'UCAD, semble prendre votre contre-pied. Selon lui, le franc CFA protège en temps de crise, est stable, il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas de crise de change, notre régime monétaire est favorable à la stabilité. A-t-il raison ou tort? Je ne suis absolument pas d'accord. Et la question que je lui poserai, je lui aurais posée si je l'avais en face de moi, c'est de quoi cette stabilité est-elle le nom? Lorsqu'on parle de stabilité, à quoi fait-on référence? Si on fait référence au principe de fixité de la parité, un euro valant toujours et à chaque fois 655,957 francs CFA, oui, la monnaie est stable. Mais elle est stable pour qui? Elle est stable pour les investisseurs internationaux et notamment français qui viennent avec leurs entreprises investir dans nos pays et qui ne voudraient pas faire face à des risques de change. Pour ces investisseurs-là, pour ces profils internationaux-là, la monnaie est stable et leur permet d'investir, mais après de rapatrier leurs revenus et même une partie de leur capital lorsqu'ils en ont besoin. La monnaie n'est pas stable pour nos pays. Si par stabilité, on entend développement socio-économique, amélioration des conditions de vie des populations, qui à mon sens doit être le seul et unique marqueur de toute politique publique, la monnaie n'est pas stable. De 1960 à nos jours, comme je l'ai dit tantôt, si on mesure la prospérité de nos pays en termes de PIB par habitant, c'est-à-dire la richesse créée sur le territoire national qu'on répartit par les populations qui y vivent, de 60 à nos jours, les pays utilisant le franc CFA font de
pire score ou résultat par rapport aux autres pays d'Afrique subsaharienne qui n'utilisent pas le franc CFA. Le Sénégal a atteint son plus haut niveau de PIB par habitant pour la première fois en 1961, ne l'a rattrapé que tout récemment en 2015. Cela, en très grande partie, à mon sens, est lié à l'utilisation de la monnaie qui, comme je dis, a des objectifs de lutte contre l'inflation, de cette stabilité-là pour les acteurs internationaux, mais véritablement ne permet pas d'investir, ne permet pas de financer l'économie nationale dans ses priorités agricoles, dans ses priorités de secteur primaire, d'industrie, de transformation. Donc encore une fois, cette stabilité-là ne l'est que pour les profils internationaux. Et même cette stabilité est à revoir aujourd'hui, comme nous le voyons depuis le début de la crise ukrainienne. L'euro, qui est censé être stable par rapport au franc CFA, a dévissé par rapport au dollar et cela a eu des répercussions sur le franc CFA. Et nous avons la particularité, en tout cas pour le Sénégal, d'avoir un pays dont l'endettement extérieur, certainement nous reviendrons sur la dette, dont le profil de l'endettement est très particulier. Notre endettement est à 74% composé de dette extérieure et dans cette dette extérieure qu'on emprunte dans les monnaies étrangères, 40% est libellé en dollars. Si l'euro auquel le franc CFA est arrimé dévisse par rapport au dollar, naturellement et automatiquement le franc CFA dévisse, mais dans le sens négatif, rendant les importations en dollars plus chères, le dollar étant la monnaie principale de commerce international, rendant le service de notre dette, c'est-à-dire les intérêts que nous payons et le remboursement d'une partie du principal, un peu plus cher. Et toutes les importations que nos PME, nos PMI font dans cette monnaie qui est le dollar, de ce point de vue, il n'y a pas de stabilité. Il y a plutôt un risque que nous soyons justement toujours arrimés et dépendants de l'euro et donc dépendant des fluctuations de l'euro par rapport aux autres devises internationales. Et donc, pour résumer, je ne serai absolument pas d'accord avec lui. Cette stabilité dont on parle est une stabilité pour des investisseurs internationaux, pour justement attirer des investissements directs étrangers, mais souvent cela ne se fait pas au service des populations, comme je viens de le démontrer dans le cadre des statistiques que je viens de vous livrer. Alors, chef Fatma Diop, le prochain cas pratique que nous allons aborder est un peu délicat. On suppose qu'en février 2024, vous êtes élu président de la République du Sénégal. Donc, vous prenez fonction d'aller vers une souveraineté monétaire. Vous décidez de quitter la zone franc CFA pour adopter une nouvelle monnaie pour le Sénégal. Sur quel levier allez-vous vous appuyer pour renverser cette perception de la peur développée par l'Occident vis-à-vis des monnaies locales? Quand on parle de franc CFA, quand on parle de monnaie locale, souvent les théories de la peur s'installent, la pauvreté, la récession, l'inflation. Sur quel levier allez-vous appuyer pour renverser cette stratégie développée par l'Occident? Vous savez, le levier principal, le plus actif et le plus efficace, c'est le levier de la pédagogie. Il faut d'abord être en cœur et en unisson avec ces populations, leur expliquer les avantages et même l'intérêt incontournable d'aller vers une monnaie nationale. Vous ne pouvez pas maîtriser votre développement, surtout dans le contexte actuel de fragmentation du monde et d'incertitude géopolitique sanitaire, sans maîtriser l'outil premier qui est l'outil monétaire. Si vous n'avez pas d'indépendance monétaire, comme dirait l'économiste britannique Wayne Godley, en tant que pays, vous êtes assimilable à une collectivité locale qui dépend des impôts et taxes et qui a toujours des contraintes et des limites par rapport au budget. Donc le levier principal, c'est de pouvoir discuter avec les populations et leur expliquer un peu la nécessité d'aller vers une monnaie nationale et toutes les conséquences positives qu'il y aurait derrière. Au-delà de ça, au plan technique, ce n'est pas aussi compliqué que les gens le pensent. Les pays qui ont pu sortir d'organisations communes pour battre monnaie l'ont fait de la façon dans laquelle ça doit se faire. Aujourd'hui, si le Sénégal devait battre sa propre monnaie, qu'il nommerait comme il veut, il faudrait sortir justement de l'organisation dans laquelle nous sommes actuellement et de pouvoir identifier dans un premier temps le régime de change vers lequel on devrait aller. Est-ce qu'on devrait aller vers la constitution d'un panier de monnaie étrangère qui servirait un peu de base par rapport au taux de change? Est-ce qu'il faudrait accrocher notre monnaie par rapport au dollar, qui est la monnaie du commerce international, qui est la monnaie dans laquelle nous aurons à commercialiser nos ressources futures de pétrole et de gaz? Est-ce qu'il faudrait aller vers ça? Est-ce qu'il faudrait au contraire aller vers un régime de change fluctuant, mais avec la possibilité pour la future banque centrale qui gérerait cette monnaie de pouvoir la contrôler en intervenant de façon périodique sur le marché des devises? Ce sont des questions techniques qui se posent auxquelles les dirigeants de banques centrales auront à répondre. Il y a ces outils-là. L'outil que je préfère personnellement, c'est peut-être
Parce que le panier de monnaie me semble extrêmement compliqué. L'outil du dollar n'est pas inintéressant parce que le dollar, nous aurons à l'utiliser pour notre pétrole, notre gaz. Donc, arrimer le CFA au dollar sans que le taux ne soit aussi fort que l'euro, ça pourrait être pertinent. Mais l'outil de la fluctuation par rapport à toutes les devises internationales, avec la possibilité pour la Banque centrale future d'influer sur cette monnaie par des interventions périodiques dans le sens de la hausse ou de la baisse selon qu'on ait des objectifs A ou B. Cet outil-là me semble beaucoup plus pertinent, ce qu'on appelle le managed float ou le dirty float, c'est-à-dire que la monnaie fluctue, la monnaie évolue librement sur le marché de l'offre et de la demande, mais la Banque centrale, de par sa vision et les objectifs qu'elle a, peut toucher un peu, en tout cas, la valeur de cette monnaie par rapport aux autres devises. C'est une possibilité qui s'offre et c'est une possibilité qui permettrait justement d'exploiter ce que nous avons comme ressources. Parce que lorsqu'on parle de monnaie, on ne l'étudie pas ex nihilo, on ne l'étudie pas en vase clos, on l'étudie dans le grand concept du développement économique et social. Et justement, à ce niveau, le Sénégal est très bien loti. Nous avons des ressources dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Nous avons des ressources halieutiques, nous avons des ressources agricoles, dans l'artisanat, dans l'industrie. Nous aurons du pétrole, nous aurons du gaz, nous avons du zircon, de l'or, du fer. Autour de ces ressources-là, il est parfaitement possible de développer des filières très pertinentes adossés à nos PME, à nos PMI pour avoir un développement maîtrisé et endogène et justement avoir l'outil monétaire qui permettrait de contrôler le cadre bancaire, de contrôler le cadre financier, d'orienter les financements là où il faut et justement d'avoir ces pays-là qui redresseraient la barre à tous les niveaux en termes de déficit commercial, en termes d'endettement extérieur. On n'en aurait plus besoin parce que nous serions sur une rampe d'industrialisation adossée à nos potentialités locales, adossée à nos zones géographiques particulières de développement. Vous avez 14 zones géographiques au Sénégal en termes de développement, la basse Casamance, la moyenne Casamance, le Ferlo, la Petite Côte. Dans chacune de ces zones-là, il y a des activités économiques à développer avec les populations locales, avec nos PME, PMI. La monnaie ne viendrait que pour parachever tout ce travail-là en mettant justement à disposition les ressources nécessaires. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est que tout ce que nous pouvons produire au plan national, en termes de ressources disponibles, nous pouvons financer ça avec notre propre monnaie. L'endettement extérieur n'est pas obligatoire, c'est même un fléau duquel il faudrait se départir de façon progressive. Alors, dans la théorie, c'est assez clair dans la tête de tout le monde. Je ne sais pas maintenant si dans la pratique, il y aurait des aléas et des soubresauts qui viendraient perturber tout cela. En tout état de cause, ça nous donne une bonne transition pour parler de la dette dans le prochain cas pratique que nous allons vous soumettre. Donc, il s'agit de deux étudiants ou de deux Sénégalais qui discutent sur les réseaux sociaux. L'un trouve le Sénégal mal endetté et l'autre lui rétorque que les États-Unis sont le pays le plus endetté au monde et pourtant il n'en demeure pas moins qu'ils sont la première puissance mondiale. Si vous deviez arbitrer entre ces deux individus, quelle serait votre position? Bon, d'abord, je dirais que la monnaie elle-même est dette. Si aujourd'hui vous détenez un billet de 1000 francs CFA, ça signifie que la BCEAO vous doit 1000 francs CFA en réalité. Donc le concept de dette même est un concept qui est arrimé à nos modes de vie, à notre fonctionnement en société. Maintenant, ce qu'il faudrait établir comme lecture de base lorsqu'on parle de dette, c'est de quel type de dette parle-t-on? Les États-Unis ont un niveau d'endettement qui dépasse 100% du PIB. Le Japon a un niveau d'endettement également qui dépasse 100% du PIB. Le Japon est à 236% du PIB. Le Japon s'endette essentiellement en monnaie japonaise qui est le yen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette dette qu'émet l'État central est détenue par des autochtones, par des nationaux, que ce soit les fonds d'assurance, que ce soit les sociétés d'investissement, que ce soit des privés qui voudraient investir dans les obligations de l'État, ce qu'on appelle les bons du trésor. Cette dette-là reste dans le pays. Et le pays même l'émet, pas parce qu'il ne peut pas trouver de l'argent autrement. Quand on a sa banque centrale, on a la possibilité de battre monnaie quand on veut. Mais lorsqu'on produit de la dette, c'est une façon pour la banque centrale de créer ce qu'on appelle en économie des rentes. Aujourd'hui, le Japonais qui achète la dette japonaise à 5%, à 4% de rémunération en termes d'intérêt, et cet acteur-là aura investi, aura de la richesse qu'il aura accumulée et qu'il pourra reconsommer et réutiliser dans l'économie. C'est ça l'idée de s'endetter dans sa monnaie, c'est de créer des rentes dans le secteur économique, dans le secteur financier national et de permettre à plusieurs acteurs de pouvoir tirer avantage de cela.
cette forme de dette est une dette saine. Cette dette-là ne pourra jamais poser un problème parce qu'elle est en monnaie qu'on contrôle. À chaque fois qu'il y a à payer cette dette, on a la capacité de battre monnaie, même s'il y a des difficultés, parce que c'est notre monnaie à nous. Par opposition à cela, des pays comme le Sénégal s'endettent essentiellement en monnaie étrangère. La dette du Sénégal, comme je l'ai dit tantôt, a une composante 74% pardon, extérieure, donc en dollars et en devises autre que le franc CFA. Et même lorsqu'on regarde de façon beaucoup plus proche cette dette-là, on a une partie qui est constituée en eurobonds, c'est-à-dire de l'endettement auprès de créanciers privés. C'est-à-dire ce ne sont pas des institutions forcément multilatérales ou bilatérales, mais des acteurs privés sur les marchés internationaux qui prêtent leur argent à 34% sur les eurobonds. À 34%, la dette extérieure du Sénégal est composée d'eurobonds. Le Sénégal en a émis 6 dans son histoire en 2009, 2011, 2014, 2017, 2018, 2021. La difficulté avec cette dette extérieure, donc un endettement en devise, c'est que si vous empruntez des dollars, vous devez rembourser les dollars. Alors, si vous empruntez des dollars pour construire le stade Abdoulaye Wade, si vous empruntez des dollars pour construire Dakar Arena, si vous empruntez des dollars pour construire le Centre international de conférence Abdou Diouf, vous n'avez pas investi dans une activité qui génère des dollars en retour pour le remboursement. Vous investissez dans des activités qui ne génèrent pas d'argent et lors du remboursement, vous faites face à ce besoin-là d'avoir des devises pour rembourser la dette à échéance. Et c'est ça la problématique majeure, parce que nous n'avons pas d'économie industrialisée autour desquelles on sait qu'avec les filières d'exportation, on peut générer suffisamment de devises pour faire face à nos engagements extérieurs. Cela pose des complications régulières par rapport à la Banque centrale, cela pose des complications par rapport même aux exportations, et c'est même ce qui justifie l'absence d'industrialisation d'une certaine façon. Parce que lorsqu'on doit rembourser, on n'a pas le temps de travailler l'industrie au Sénégal. Lorsqu'on doit rembourser, on se précipite pour vendre de l'arachide, vendre du mil à l'international pour avoir des dollars et solder un peu nos engagements. Cela n'est pas viable parce que ça ne permet pas de développer le secteur économique local. Donc, lorsqu'on parle de dette, il faut vraiment établir le distinguo entre dette en monnaie étrangère et dette dans sa propre monnaie. Une dette dans sa propre monnaie n'est qu'une stratégie pour créer des rentes sectorielles dans l'économie. Un endettement en monnaie étrangère crée des complications en termes de disponibilité de devises, mais surtout vous lie à l'extérieur, vous lie aux conditionnalités qu'imposent ceux qui vous prêtent de l'argent, et ce n'est pas la meilleure façon pour faire de la souveraineté. Donc si je devais arbitrer, je m'inscrirais dans le sens de ce profil-là qui penserait qu'un endettement en monnaie locale ne pose pas de problème, mais lorsqu'il se fait avec une composante de devise étrangère, il faudrait vraiment être précautionneux et investir dans les secteurs porteurs, générateurs de devises pour le remboursement. Alors, notre émission tire à sa fin, cher Fatma Diop. Si vous deviez aujourd'hui faire un diagnostic de l'économie sénégalaise, quel serait ce diagnostic? L'économie sénégalaise est ce qu'elle est. Hein. Vous savez, nous avons eu 4 présidents, de Senghor à Abdou Diouf, à Macky Sall, en passant par Abdoulaye Wade. Je parle de ces présidents, donc président Senghor, président Diouf et président Wade. L'économie sénégalaise n'a pas énormément bougé depuis les années 60. Nous évoluons toujours sur ce modèle-là que nous imposent les partenaires internationaux, que nous imposent des institutions internationales comme le FMI, comme la Banque mondiale, avec de l'endettement, comme nous venons de le dire, en monnaie étrangère, investi dans des projets d'infrastructure, dans de grands projets, sans véritablement créer des connexions entre les différents projets. Joseph Kizerbo disait que le développement ne se fait pas par projet, mais ne se fait pas clé en main, c'est-à-dire on prend de l'argent de l'extérieur, on vient construire une usine, on prend de l'argent, on vient construire un stade. Non, le développement se fait clé en tête. C'est-à-dire les différents projets qu'on exécute doivent s'inscrire dans une certaine cohérence territoriale, doivent s'inscrire dans un objectif d'industrialisation, dans un objectif d'endogénéisation. C'est à ce niveau que nos gouvernements successifs ont échoué. Bon, Senghor a fait une croissance moyenne de 2,5%. À l'époque, il y avait, c'est vrai, au début des sociétés, ce qu'on appelle les SDR, des sociétés un peu d'intervention diverses, comme la Sodagri, comme l'ONCAD, etc. Ce qu'on constate, c'est que ces sociétés n'ont pas eu de très bon management. Et lorsque Senghor quittait le pouvoir en 82, je pense que les déficits de ces SDR-là cumulés étaient de 12 milliards. Avec Abdou Diouf, il y a eu ces vagues de libéralisation-là, d'austérité imposées par les institutions de Bretton Woods, FMI et Banque mondiale, au nom de ces fameux ajustements structurels qui ont fait qu'il n'y a pas eu des investissements nécessaires, qui ont fait que les secteurs prioritaires comme l'éducation, la santé, etc., ont été délaissés au profit peut-être
du capital international. Avec le président Ouad, c'est vrai, il y a eu un début de planification, mais non maîtrisé. Dans l'agriculture, par exemple, on est passé Goana, Reva, Goana, sans véritable articulation et surtout sans véritable articulation autour des acteurs principaux qui font le développement. Dans l'agriculture, quels que soient les projets que vous développez, si vous ne les adossez pas aux exploitations agricoles familiales, vous n'enrichissez que le capital, notamment international. Vous créez de la croissance, mais une croissance qui n'est pas capable de générer des emplois, qui n'est pas capable de réduire la pauvreté. C'est la même situation qu'on peut constater avec le président Macky Sall, qui a eu à faire une moyenne de croissance de 5% de 2012 à nos jours, ou de 6% de 2014 à 2019, avant un peu la crise pandémique. Mais c'est une croissance sans emploi, ce qu'on appelle en anglais de jobless growth. On crée de la richesse, mais une grande partie de cette richesse-là est rapatriée parce qu'elle n'est pas adossée aux acteurs nationaux. De 2012 à 2018, l'économie nationale n'a pas créé d'emplois nets nouveaux. Le nombre d'emplois nets nouveaux créés entre 2012 et 2018 au Sénégal est de 0 selon l'ANSD. C'est parce que nous avons un modèle économique qui ne favorise pas les PME-PMI, qui ne favorise pas une lecture endogène de développement. C'est ça véritablement le diagnostic de nos pays. Maintenant, évidemment, lorsque vous avez des budgets, lorsque vous avez la possibilité d'avoir plusieurs types de ressources, forcément, il y aura plus de routes, plus de pistes de production, plus d'hôpitaux, d'éducation, mais les grands agrégats et la tendance globale d'aller vers un développement économique endogène ne sont pas là. Et ça, c'est très clair à notre niveau. Alors, ici prend fin notre numéro d'audition sous lettre, dont les lumières étaient projetées sur les questions monétaires, de finances, d'économie, de dette et surtout de francs CFA. Nous auditionnions ce soir Cheikh Fatma Diop, un spécialiste dans tous ces domaines précités. Aux auditeurs de juger maintenant s'il a relevé le défi. Bonsoir à tous et à très bientôt.